Monsieur Tam, bonjour. Merci de nous être fidèles. Tolanda qui lobby à Lingeti devant les investisseurs. Tolandi exactement, Premier ministre na gouvernement naé. Il faut le rappeler qu'il va courir déjà une année. Une année, c'est-à-dire depuis qu'ils ont été investis. Pas depuis que Balobaki Batangaï Kombo a sorti, en fait, il y a Premier ministre, mais gouvernement Mobimba. Une année déjà, qui sont en train de travailler, on va essayer de décrypter, voir réellement ce qui a été comme produit. Mais au-delà de ça, pour la première fois, il faudrait le dire, depuis que RTNC Salagi concourt, il y a le logo et tout ça, il fallait qu'on réorganiser la chaîne nationale. Il faudrait le dire aujourd'hui, la chaîne nationale est autrement réorganisée. Maintenant, il faudrait regarder à l'interne, est-ce qu'ils vont maintenant bien structurer les choses de telle enseigne que Bapé Sabiso, Imajou et Sengeli, la chaîne nationale, puisqu'il s'agit d'une chaîne nationale, et il faut épée Sabiso, par exemple, Moro Yamalunga, il faut ça vraiment Moussa Ndengue et Sengeli. Alors, une année de ça, Malokonde, il a fait un bilan, il a parlé, et si nous essayons de décrypter, vous allez découvrir certainement de quoi il s'agissait. Mais au-delà de ça, je commence d'abord par les discours de Gilles Alinguetti. Nous avons suivi Gilles Alinguetti devant les ambassadeurs, en fait, devant des étrangers, devant les investisseurs, certains ambassadeurs, etc., aux États-Unis d'Amérique. Alinguetti a dit quoi? On a posé à Alinguetti toutes les questions possibles à répondre. Mais avant Alinguetti, il faudrait le dire qu'ici à Kinshasa, à Zouaki, je vais appeler ça diplôme de mérite, qui est par certains investisseurs américains qui sont venus à Kinshasa, féliciter par rapport à la lutte contre le détournement, contre l'enrichissement illicite. C'est-à-dire que remercier puisque Moni, Inspection générale des finances, ils ont dit, compte tenu de cela, il faudrait aligner aux États-Unis. Et aux États-Unis, il fallait aussi, non seulement à ça le discours devant les investisseurs américains, mais on voulait aussi qu'on remercie d'une autre manière. Il n'était pas seul, il était accompagné de certains membres du gouvernement, il faudrait le dire, parce que je vis Yves Boukoulou qui est ministre de la Jeunesse, Tolandi Yves Boukoulou devant les investisseurs, etc. Ils ont parlé, convaincre, pour eux, ils devraient convaincre des investisseurs. C'était important. Il y a eu plusieurs questions. Par exemple, la question sur la guerre en République démocratique du Congo. Alinguetti a répondu qu'il n'y a pas de guerre en RDC. J'ai vu des gens relayer cette information, j'ai vu des gens parler pour dire qu'Alinguetti aurait menti et qu'Alinguetti a insulté nos morts. Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il n'y a pas de morts en RDC? Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas certaines choses, mais nous allons essayer de leur expliquer de quoi il s'agit. Quand on va convaincre des investisseurs, quand on va parler avec des investisseurs, on ne peut pas convaincre des investisseurs, leur dire que chez nous au Congo, il y a la guerre. Et même quand nous parlons de la guerre n'est pas dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, il faudrait le dire. Est-ce que la guerre est à l'Équateur? Est-ce que la guerre est au Bandundu? Est-ce que la guerre est, je ne sais pas moi, au Congo central? Non. Il y a une partie de la République démocratique du Congo où il y a, je peux appeler ça, une guerre alimentée par certaines personnes qui veulent exploiter nos minéraux. Et d'abord, il faudrait le dire que des milices ont demandé un cessez-le-feu. Ils veulent, n'est-ce pas, une table ronde avec nos autorités. Alors, Alinguetti a dit qu'il n'y a pas de guerre en RDC. Mais quand certains disent qu'il y a la guerre en RDC, nous nous posons la question. Il y a la guerre en RDC dans toutes les provinces? C'est-à-dire que toutes nos institutions ne fonctionnent pas? Et ils disent qu'Alinguetti a craché sur nos morts. Il n'a pas craché sur nos morts. Nous avons décrété l'état de siège. Le gouvernement, le président de la République a décrété l'état de siège. Et cet état de siège produit des résultats. Il y a des rebelles, des groupes armés alimentés, n'est-ce pas, qui font ce qu'on attend par la répression, qui sont alimentés par certaines personnes pour créer de la zizanie à l'Est. Mais nos FRDC sont en train de faire un travail des titans, il faudrait le dire, l'applaudir. Un travail qui aujourd'hui a porté des fruits à telle enseigne que des milices ont demandé un cessez-le-feu et ils ont même voulu discuter avec les autorités de la République afin que cette guerre ne continue plus. Mais nous avons compris que non simplement qu'ils veulent négocier avec l'État, mais ils veulent maintenant qu'il y ait une négociation et permettre d'exploiter d'une voie légale les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Puisque l'état de siège a produit des résultats. Je vous ai dit, et je l'ai dit l'autre fois ici, que
Paul Kagame est aujourd'hui, actuellement, il a beaucoup de difficultés. Des difficultés à telle enseigne que ceux qui les soutenaient à l'époque, il faudrait les dire les USA. À l'époque, les USA soutenaient réellement c'est M. Paul Kagame. Mais il n'y a plus tellement un soutien qui était avant à l'époque. Mais il faut le dire que Kagame est soutenu par l'Union européenne, par certaines personnes. L'Union européenne, nous savons comment l'Union européenne opère dans nos pays africains. L'Union européenne, le pays faisant partie membre de l'Union européenne, sont là pour l'exploitation des ressources de l'Afrique, non seulement de la RDC, de l'Afrique. Ils exploitent, ils amènent ça chez eux, ils construisent, etc. C'est comme ça qu'ils font. Alors nous, aujourd'hui, le président Fachi et le gouvernement, on a de très bonnes relations avec le gouvernement américain, avec certains gouvernements. Et vous avez même suivi la diplomatie ou la stratégie du président Félix Tshisekedi, dans laquelle, dans la stratégie, le président fait partie, aujourd'hui, il veut faire partir la RDC dans toutes les organisations, dans toutes les structures africaines, même les structures mondiales. Pourquoi? Puisqu'il voudrait que la RDC se retrouve dans tous les concerts des Nations Unies, tous les concerts où on parle des développements de l'Afrique, où on parle du développement du monde. Par sa diplomatie, il voudrait que cela se fasse de cette manière. Alors, certains disent que les discours de Alinguetti face à ses investisseurs est un mensonge. Et quand il parle d'un mensonge, moi je fais l'étude de l'économie et de gestion pétrolière. J'ai appris, je crois dans le cours de gestion financière, lorsque vous faites appel aux investisseurs, avant qu'un investisseur sérieux ne vienne investir dans un État, il regarde ce que nous entendons par les climats politiques. Un investisseur sérieux regarde d'abord, primo, les climats politiques. Il veut se rassurer que lorsqu'il va amener ses moyens, que le climat politique les favorise la tâche. Il regarde toujours cela. Si le climat politique ne les favorise pas, certains n'accepteraient pas d'investir, puisqu'ils verront qu'ils vont perdre leurs moyens, leurs capitaux. D'autres, quand ils viennent investir, c'est-à-dire, peut-être s'ils avaient, prenons l'exemple, ils avaient 1 milliard de dollars. Lorsqu'on fait des calculs, il s'est dit, donc c'est 1 milliard de dollars, je vais calculer les délais de récupération du montant investi. C'est-à-dire, ceux qui ont fait l'économie vont vous dire, il y a le tableau qui est classé, un investissement par exemple de 5 ans, l'investisseur vient, il dit qu'il met ses moyens, ses capitaux, mais il va récupérer l'argent qu'il a investi par rapport au calcul fait. Il dit, je vais récupérer ça dans 3 ans. Alors, si un investisseur vient et que le climat politique ne les favorise pas, à la place de récupérer les montants investis en 3 ans, l'investisseur là fera des voies et moyens, même des magouilles, pour récupérer les montants investis dans moins de 3 ans. C'est pourquoi vous verrez que certains investisseurs maltraitent même des autochtones, des personnes qui trouvent sur terrain, des employés. Ils vont vous maltraiter. Pourquoi? Puisque lui, le but, c'est quoi? Les montants investis. Il doit chercher à récupérer les montants investis. Et donc, s'il perdait par les années qui restent, ça ne lui dirait absolument rien. Il sait qu'il a déjà récupéré l'argent qu'il a investi. Vous voulez que Alinguetti, un inspecteur de finances qui n'est pas politique, en fait, il faudrait que vous compreniez bien. Un inspecteur de finances n'est pas un politique. Un inspecteur de finances ne peut pas faire des discours politiques. Un inspecteur de finances ne peut pas aller devant les investisseurs affirmer qu'il y a la guerre en RDC. Ce n'est pas son travail de dire qu'il y a la guerre. Même si la guerre existait d'une manière réelle, un inspecteur de finances, son travail, c'est de mener des audits. C'est une police financière qui est là pour auditer, enquêter et soumettre acquis de droit. Et Alinguetti ne peut pas être en face des investisseurs, leur demander de ne pas venir investir au Congo puisqu'il y a la guerre. Mais quand Alinguetti mène des inspections, même à l'est de la République, certaines entreprises congolaises qui sont à l'est, quand il va faire des audits de la gestion de gouverneurs, de provinces, etc., comment il fait ces enquêtes et il rentre? Est-ce que quand il va faire ces enquêtes, on décapite des inspecteurs de finances? Avez-vous vu des inspecteurs de finances être décapités, tués, abattus? Les gens confondent. On ne peut pas, l'inspecteur de finances ne peut pas affirmer. Lui, le problème, c'est quoi? Il veut qu'il y ait 2 entreprises étrangères en République démocratique du Congo qui viendront, n'est-ce pas,
donner de l'emploi à la population congolaise. Et aussi, ces entreprises, quand ils viendront, l'État va gagner de l'argent. On peut augmenter nos recettes et ça va permettre à l'État congolais de pouvoir fonctionner. Alinguet a craché sur nos morts. Quand Kabila a tué, Kabila n'a pas craché sur nos morts. Quand Kabila a piétiné des personnes ici, non seulement ceux qui sont morts à l'Est, on parle beaucoup plus de ceux qui sont morts à l'Est, oui, puisque il y a des images qu'on a relayées. Mais si on parlait des morts que Kabila a tués ici, cela, ce n'était pas une guerre. Il faudrait les dire que nous avons dirigé, Kabila a dirigé ces pays, mais Kabila a dirigé ces pays en créant une guerre que moi j'appelle la guerre froide, en abattant le Congolais d'une manière silencieuse. Et lorsqu'on essayait d'étaler ces images à la place publique, vous savez ce qui arrivait. Est-ce que Alinguet devrait, comme inspecteur des finances, se présenter devant les opérateurs économiques, devant des investisseurs, affirmant et dire réellement qu'il y a la guerre en RDC? Non, il n'y a pas de guerre en RDC. La RDC n'a pas décrété une guerre contre un pays voisin, etc. Non. La RDC est victime de groupes armés de certaines nations qui se sont retrouvées illégalement sur le sol congolais et qui sont financés pour exploiter nos ressources naturelles d'une manière officieuse, sans qu'il y ait, comment je peux dire ça, sans que l'État ne sache, sans que l'État opère avec certains pays, certains opérateurs économiques. C'est-à-dire que ces gens-là, prenons par exemple le Codeco, qui est un mouvement rebelle sortant de l'Ouganda. Ils ont été chassés par les Ougandais. C'est un mouvement qui a été créé pour déstabiliser les institutions de ces pays en Ouganda. Comme ils s'y sont retrouvés en RDC, et la RDC étant de traquer certains groupes armés, ce gens-là se retrouvent sur un pays qui n'est pas le leur, et bien pour se sauver, ils attaquent aussi la RDC, en fait, ils attaquent de nos FRDC. Pourquoi? Puisqu'ils se sentent en insécurité quand nos FRDC attaquent certains groupes armés. Ce sont des milices. Ce n'est pas que la RDC a dit « je décrète la guerre ». La RDC a décrété la guerre avec qui? La RDC fait ce qu'on attend par la pression. La RDC fait ce qu'on attend par... il voudrait, comment dirais-je, éliminer ces groupes armés créés qui se sont retrouvés illégalement sur le sol congolais. Mais nous ne sommes pas dans un état de guerre. Un état de guerre avec qui? On n'a pas décrété un état de guerre. Si il faut parler de la guerre, parler de la guerre d'Iran et Irak, parler de la guerre de la Russie et l'Ukraine, la Russie a décrété la guerre officiellement avec l'Ukraine, et on le voit, et ça passe dans toutes les presses. Ce qui se passe à l'est de la République, nous appelons ça, ce sont des groupes armés, des personnes indécis qui veulent exploiter nos ressources. Mais l'État est en train de faire un travail de titan, d'éliminer ces groupes armés. À l'époque, on avait pratiquement dans le 1000 et quelques. Aujourd'hui, on parle d'une cinquantaine de groupes armés qui sont là. C'est-à-dire que quand vous avez le porte-parole du gouvernement qui vient à chaque moment brandir pour dire tel village a été récupéré, tel village a été récupéré, voilà des personnes que nous avons arrêtées. Et on a même arrêté certains militaires rwandais. Messieurs, dames. La guerre que l'on veut démontrer, vous savez, cette politique où moi je suis très étonné de voir même des acteurs politiques congolais voulant brandir la guerre de l'Est de la République pourrait, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Soit ils veulent monnayer cette guerre-là, soit ils veulent mener leur combat. Non, le combat c'est nié. C'est-à-dire, ils veulent avoir ce qu'on entend par la notoriété, ou ils veulent avoir la popularité, n'est-ce pas, sur la guerre créée à l'Est de la République. C'est-à-dire qu'ils veulent s'approprier de cela, pour montrer aux uns et aux autres qu'ils sont là pour aider cette population, alors que d'autres, en réalité, sont en train d'alimenter ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais vous voulez qu'Alinguetti dise quoi? Qu'ils disent, les investisseurs ne venaient pas investir au Congo, puisque chez nous, il y a la guerre. On massacre les gens matin, midi, soir. Messieurs, dames, à moins qu'on soit bêtes, et j'ai vu des politiciens présumés intellectuels qui tiennent de telles allégations. J'ai vu encore une fois de plus cette Kikouni, qui a pris une photo, a publié sur les réseaux sociaux. Il dit, Alinguet était devant les investisseurs,
Mais il montre, regardez, qu'il y avait moins d'une dizaine des investisseurs. Et c'est ça qu'on appelle les investisseurs américains. Et je me suis dit que, je pensais que le monsieur était intelligent, mais je me rends compte que c'est pourquoi j'aimerais à ce que les Congolais comprennent pourquoi il y a certains Congolais qui font des propositions de loi si importantes pour barrer à n'importe qui d'être président de ces pays. Vous avez Oscar Kachala qui est venu ici pour nous dire qu'il devrait être candidat président. Il a mis ses moyens, il n'a pas été élu, il est parti. Vous avez un vendeur de habits en Turquie qui est venu, qui a mobilisé des moyens par ses amis turcs qui ont envoyé quelque chose. Il est venu poser sa candidature et est connu par le monde entier comme un ancien candidat président. Aujourd'hui, il a l'amabilité, la facilité de tweeter, d'insulter la RDC librement, sans être inquiété, et tous nous sommes en train de regarder. Il dit, voilà les investisseurs dont on parle, moins de 10 personnes. Vous savez, je pouvais peut-être accepter s'il nous démontrait, pas seulement le nombre des investisseurs, mais les capitaux de tous ces investisseurs. C'est-à-dire, dire par exemple, tous ces investisseurs qui sont là, leur entreprise a moins de 1 milliard de dollars. Ou leur entreprise a moins de 500 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'ils viendront faire ici? On peut recevoir 3, 4, 5 investisseurs seulement qui ont de moyens et qui ont plusieurs entreprises. Quelqu'un peut être, on va dire à Moutaza Moko, mais il est à cause peut-être 100 ou 500 entreprises. Prenons par exemple le prince de l'Arabie Saoudite. Si Alinguet était simplement en face de ces princes-là, Yemorona Prince Wana, et qui dit, je vais discuter avec le prince d'Arabie Saoudite, vous allez dire que cet investisseur, il ne faudrait pas parler d'un seul investisseur, il faudrait aller en chercher plus. Alors que le prince d'Arabie Saoudite a plus de 500 chaînes dans le monde, plusieurs entreprises. Il est compté parmi les 3 personnalités riches au monde, donc parmi les 3 milliardaires riches. Donc quand on cite Bill Gates, on cite les princes de l'Arabie Saoudite. C'est un grand milliardaire. Il ne suffit pas simplement d'avoir 100 investisseurs, mais vous pouvez même en avoir 1 ou 2. Ça, je voudrais répondre directement à Seth Kikouni, qui prétend être quelqu'un qui cherche des investisseurs. Lui, étant Seth Kikouni, qu'est-ce qu'il a fait ici au Congo? Quel travail a-t-il donné aux Congolais? Qui peut dire que moi, Seth Kikouni, j'ai amené des entreprises au Congo. Voilà le nombre de Congolais que j'ai embauchés. Est-ce qu'il a cette capacité de nous les présenter? Et il brandit pour dire qu'il y avait moins de 10 personnes. Mais brandissez aussi le montant, le capital ou le capitaux de tous ces investisseurs-là. Vous êtes incapable de les faire. Mais vous voulez simplement salir l'image de la RDC. Est-ce que je comprends? La liberté de l'expression aujourd'hui a donné la facilité aux imbéciles de s'exprimer librement sans être inquiétés. Je réponds ce que j'ai dit. La liberté de l'expression en RDC a facilité les imbéciles de parler. Un imbécile peut être sur les réseaux sociaux, il dit toutes ces imbécilités et tout le monde se focalise sur l'imbécilité. Mais quand vous verrez des gens intellectuels comme de Noël Tchani, qui publient des choses importantes pour la RDC, qui publient des choses qui peuvent apporter un changement au Congo, moins de personnes seront là. Mais quand un imbécile vient, il tweet, il est sur Nambé Touné Afandi, peut-être qu'il ne s'est pas lavé, il tweet et tout le monde va là-bas relayer, partager, et on croit que ce qui a été partagé est une des bonnes choses. J'ai aimé ce que le pasteur Mukendi a dit lorsque j'ai suivi sa prédication. Comment voulez-vous qu'un président de la République puisse échouer quand vous êtes Congolais? On ne peut que voir ça en RDC. Donc vous voulez que nous fassions 5 ans avec un président qui échoue. Mais si nous faisons 5 ans avec un président qui échoue, c'est que nous autres aussi avons échoué. Donc vous avez des Congolais qui sont là en train de se battre pour qu'un président de la République puisse échouer. J'ai toujours dit que cette Kikouni, c'était l'amoukiste, même s'il se cache, il soutient l'amouka. Et le discours de l'amouka, Adolphe Mouzoutou, qui avait dit nous allons faire tous les voies et moyens pour bloquer des investisseurs qui ne viennent pas investir au Congo. Mais c'était son discours. Il dit nous ferons tout. Et maintenant, faire tout, ceux qui sont avec lui, comme les 7 Kikouni, doivent faire tout pour publier n'importe quoi, afin qu'on puisse bloquer des investisseurs. Des gens qui peuvent venir investir au Congo, ils ne veulent pas qu'ils viennent.
Ils veulent brandir à la RDC. Quand Jean-Claude Van Damme est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que nous apprenons du Congo ailleurs, c'est-à-dire que ceux qui vivent à l'étranger pensent que la RDC, c'est l'enfer. Ils pensent que la RDC, c'est un pays par terre, un pays détruit. Non, la RDC n'est pas un pays détruit. La RDC était un pays détruit sous Kabila qui a détruit tout. Nous l'avons déjà dit ici à maintes fois reprises. Tout était détruit sous Kabila. Mais ce n'est pas sous Félix Tshisekedi, puisque nous avons vu la volonté. En fait, tout commence par une volonté qui doit être née d'une personne. Quand vous avez des gens qui ont d'abord la volonté, et on accompagne ces personnes-là pour réussir. J'ai toujours dit, Dieu était capable de développer le monde en un seul jour, de changer, ou de créer le monde en un seul jour. Mais il a fallu qu'il le fasse en 7 jours. Dieu était capable de créer le monde en disant que tout ce que je pense en moi se réalise automatiquement. Tout devrait être fait directement. Mais pourquoi il a fait le lundi? Il fait le mardi, le mercredi, jusqu'à ce qu'il se repose le 7e jour. Dieu pouvait envoyer son fils Jésus pour changer le monde en un seul jour. Il ne pouvait même pas ne pas vouloir que son fils soit né comme un bébé. Il pouvait dire, Yarara le rôle Ngaïboué, fais tout. Mais Christ qui est venu sauver le monde a attendu 30 ans. C'est-à-dire qu'il a grandi, étant enfant, il a attendu, et puis après il sauve le monde en 33 ans, il meurt. C'est-à-dire que même lui, il nous a montré ce qu'on entend par la culture de la patience. L'esprit de comprendre, de cultiver, de comprendre comment on fait des choses au fur et à mesure qu'on le fait. Et voilà ce que ça apporte. Il nous a appris cette culture de la patience, cette culture du développement. Lui était capable de changer le monde en un seul jour. Mais pourquoi a-t-il attendu 30 ans pour commencer sa mission? Puisqu'il a commencé sa mission après 3 ans, il est décédé, il est parti, il est mort. Le président Félix Tshisekedi devient président en 2019, le 24 janvier, où il prête serment. Et vous voulez que tout ce qu'il a trouvé, des 32 ans de Mobutu où il y a eu des restrictions, 18 ans de Kabila où il y a eu des restrictions, qu'il en répare en un seul jour ou en une année. Si Dieu n'a pas sauvé le monde en une année, vous allez demander à un citoyen qui a trouvé tout par terre de sauver le Congo en 2 ans. Ça, c'est être démon. Vous pensez que si dans ces pays, on avait un président comme Seth Kikouni, il aurait dû faire ce que le président Tshisekedi fait maintenant? Ou un président comme Martin Fayulu, que moi je connais personnellement. J'ai été au sein de la dynamique de l'opposition. D'abord, la dynamique de l'opposition était une plateforme tournante. Chacun devrait présider la présidence de cette plateforme et laisser aux autres. Fayulu s'est emparé de ça. Il est resté jusqu'à aujourd'hui président de la dynamique de l'opposition. Alors qu'à l'époque, il y avait des Jean-Pierre, il y avait des Bazaï Balaba, il y avait des, comment il s'appelle, Kovo Ingila, il y avait celui-ci, Claudel Lubaye, etc. Je connais sa gestion. C'est un homme qui n'est pas vrai. Qui est malhonnête. Fayulu est un homme malhonnête. Moi, je l'ai dit sans avoir peur de me contredire. Et je l'ai dit, si vous prenez cette vidéo, balancez. C'est un homme malhonnête que je connais. Je connais bien son parti politique. Il n'est pas sérieux. C'est un opportuniste, c'est quelqu'un qui utilise les autres pour ses fins personnelles. Toutes les propositions que vous voyez là, à 80%, ce ne sont pas des propositions de Fayulu. Ce sont des propositions de certains jeunes qui font des propositions. Et quand ils viennent, et Fayulu s'approprie de cela, il écarte les autres et c'est lui qui sort le leader. Ce qu'il avait fait même à Genève. Il va rencontrer Félix Tshisekedi, il trompe Félix Tshisekedi, il trompe les autres, et bien il sort candidat commun de l'opposition, alors qu'il n'avait aucune popularité. Mais il s'est approprié de cela pour se faire un nom sur la scène politique. Et vous voulez détruire un pays, relayer des messages qui ne peuvent pas développer la RDC. Vanda m'a dit quoi? Ce que j'écoute ailleurs, quand je suis venu sur le terrain, je trouvais que ce n'est pas ça. Je vais aller convaincre mes frères, les Arnold de Schwarzenegger, de Jackie Chan, de venir au Congo. Et les gens ont pris cette image en train de dire n'importe quoi, en train de vilipender, monsieur, dame. Alors que moi, je me suis dit, vous savez, si des artistes comme Jean-Claude Van Damme, etc., acceptaient de faire un film en RDC, peut-être à l'est de la République, parler de la guerre de l'Est, faire un film pour le Congo, est-ce que vous savez ce que ça peut donner comme image au monde? Est-ce que vous savez les messages que ça pourrait donner? Je comprends qu'au Congo, nous les Congolais, nous sommes animés, je ne dirais pas d'une mauvaise foi, mais nous sommes animés de la sorcellerie. Certains sont nés sorciers sans le savoir.
Et quand il grandit, tout ce qu'il fait, il a une portion de haine en lui. Puisqu'un sorcier n'est que cette personne qui a de la haine en lui. Kaningé te dit aux investisseurs que ne venez pas au Congo. Chez nous, là-bas, il y a la guerre. On abat les gens matin, midi, soir. Et les gens relaient cela. Messieurs, dames, il faudrait comprendre le travail de l'inspection générale des finances. Il faudrait comprendre le travail de convaincre un investisseur. Et quand on vient convaincre un investisseur, c'est pour que ces investisseurs donnent de l'emploi à la population congolaise. Je ne peux pas, moi, parler d'une entreprise où je travaille en mal devant les autres entreprises. C'est-à-dire que c'est détruire l'image. En quelque sorte, c'est ce qu'on attend par une haine qui ne dit mot. Arrêtons de faire ça. Nous avons suivi les discours du Premier ministre. Le Premier ministre, ça fait pratiquement une année qu'ils ont été investis et il y a des choses qui ont été réalisées. Une année de Sama Lokonde, avec les 2 ans de Ilunga Ilukamba, ça ne correspond pas. C'est vrai que Sama, on peut dire qu'il y a la lenteur dans certaines des choses. Moi, je l'ai dit toujours. Mais il y a des ministres, certains ministres sectoriels qui ont démontré qu'ils ont fait des choses importantes. Je prends par exemple Eva Zaïba. Aujourd'hui, nous parlons de plus de 2 millions d'hectares récupérés, qui ont été vendus, dont certains Congolais qui ont vécu sous Kabila ont vendu nos terres. On parle de l'Équateur, on parle, je crois, de Maïndombe, oui, à Maïndombe. Pratiquement 3 ou 4 provinces où on a pris nos terres, on a vendu. On a vendu aux étrangers qui cultivent, qui font ce qu'ils font. Et au-delà de ça, il faudrait que vous appreniez une chose. Mais je vais un jour en parler. Les étrangers viennent en RDC. Ils ont signé un contrat illégal avec certains Congolais. Ils viennent exploiter le poisson congolais dans côté à Mwanda. Nous n'avons pas de bateaux de pêche, mais il y a des étrangers qui viennent exploiter nos poissons ici, au Congo, et qui partent vendre le poisson congolais à l'étranger. Certains sont dans ça. Et j'ai appris que la majorité de ceux qui sont dans le commerce, ils sont de la famille politique de Kabila. Donc, il y a des étrangers qui viennent vers Mwanda, là, vers le fleuve Congo. Ils exploitent nos poissons. Donc, on exploite nos poissons. J'ai un dossier où on parle, cette exploitation a commencé depuis 2012. Et dans ces documentaires, on dit, si les Congolais ne se réveillent pas, ils ne font pas attention, il se pourrait qu'il y ait disparition des espèces congolaises, des poissons qui ne sont même pas dans le monde, des espèces rares que l'on retrouve simplement au Congo, mais qui sont exploitées par des étrangers qui viennent là, Namaya Mwanda Kuna, ils exploitent. Vous voyez comment on détruit la RDC? Vous voyez comment on détruit, alors que nous cherchons les bateaux de pêche pour que nous valorisons nos poissons, pour que nous entretenons nos poissons. J'avais même appris que même Okapi Nabiso, certains prenaient nos Okapi et allaient les vendre ailleurs. À tel à celle qui avait même disparition. Tu sais qu'elle a rassuré dans 2-3 bois. L'État comprenait qu'habiter sur le ticket bungi, to koufi, et qu'on il a commencé à protéger un gopona et se produire un peu plus. Nos espèces rares. Et on comprend que quand Kabila a dirigé ces pays, puisqu'il faut, beaucoup disent pourquoi vous faites toujours allusion à Kabila. On fait allusion à quelqu'un de mal pour montrer que sa gestion était une gestion chaotique. Quand Sam a commencé à travailler, Ilunga Ilukamba a commencé à travailler, il a commencé à travailler dans l'idéologie, excusez-moi, dans l'idéologie de M. Kabila, de détruire, de rendre le président Tshisekedi un patin. Et nous avons vu tout ce que le président Tshisekedi a subi comme humiliation. Et si nous regardons aujourd'hui ce que le gouvernement fait, Sama Lokonde, on peut dire que ce n'est pas encore totalement parfait, mais nous pouvons dire qu'il y a encore de l'espoir. Puisque sous Ilunga Ilukamba, il n'y avait pas de l'espoir. Sous Sama Lokonde, j'ai vu des gens balancer sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai dit que les réseaux sociaux ont permis à des imbéciles de faire n'importe quoi. Ils disent que
Le 30% qu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires, c'est pratiquement 3 dollars qu'on a ajouté. Ceux qui recevaient 100 dollars reçoivent aujourd'hui 103 dollars. Ça n'a rien à voir. Ils disent que absolument c'est rien. Ok, j'accepte. Si tel est le cas, j'accepte. Mais dites-nous, sous M. Kabila, combien a-t-il augmenté aux fonctionnaires de l'État comme salaire? Brandissez-nous. Puisque aujourd'hui nous faisons des études comparatives. Démontrez-nous combien a-t-il augmenté à ces gens-là, à ces policiers, à ces militaires. Combien ont-ils touché? Combien a-t-il laissé M. Kabila comme budget de l'État? Combien y a-t-il maintenant? Aujourd'hui, il faudrait le dire que la mobilisation des recettes, notre budget a atteint 9 milliards de dollars. L'objectif, c'est d'atteindre 11 milliards de dollars en 2022, afin qu'en 2023, que l'on puisse encore projeter d'aller un peu plus loin. Le réserve d'échange, il en avait laissé combien, M. Kabila? Aujourd'hui, il y a combien? Il faudrait que nous fassions toutes ces choses, ces études comparatives, pour que nous regardions réellement entre lui et l'autre qui est actuellement. Qui a fait quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de personnes abattues, tuées sous Félix Tshisekedi? Kabila devient président de la République en 2001, après qu'on ait abattu Mouzé Laurent Désiré Kabila, n'est-ce pas? Il prend le pouvoir avec, comment je dirais, sous un choc, sous de mort, il faudrait le dire ainsi. En 2006, il va aux élections. C'est le sang des Congolais qui coule. En 2011, il va aux élections. C'est le sang des Congolais qui coule. Donc sa gestion de 18 a été une gestion sanguinaire. Il y a matin, midi, soir, c'était que du sang qui coulait. Mais quand vous voulez comparer à une personne pareille, dire qu'il a mieux fait que le président Félix Tshisekedi, ça veut simplement démontrer qu'il n'y a que des sorciers qui peuvent accepter l'œuvre d'un frère sorcier. Je le dis comme ça. Il n'y a que des sorciers qui peuvent accepter l'œuvre de leur frère sorcier. Pasteur Mukendi l'a dit. Un président de la République qui dit qu'il faudrait que la gratuité de l'enseignement s'applique à tous, c'est-à-dire un père qui est fonctionnaire, son fils étudiera, il va étudier gratuitement. Ceux qui n'ont même pas le travail, qui n'ont rien, qui ne travaillent pas, leurs fils et filles vont aussi aller étudier facilement. Mais vous verrez quelqu'un dont son fils étudie gratuitement, mais il combat cette gratuité. Donc il ne voudrait même pas que son fils devienne quelqu'un demain. On appelle ça que l'œuvre de la sorcellerie. Alors que nous fûmes avec Kabila ici, cette gratuité, est-ce qu'on l'avait appliquée? Non. Vous avez ma tête à point aujourd'hui qui a volé l'argent de Bukanga Lonzo, a détruit, il ne veut pas être présenté, il ne veut pas se présenter à la justice. Et nous apprenions même que Congo Airways, lui, faisait aussi partie des actionnaires au sein de Congo Airways. Il est allé nous acheter des avions au Koufa. Il gagnait de l'argent là-bas. Alors que l'État congolais n'avait qu'une part de 19%. C'est pourquoi on fait quitter des Congo Airways pour créer une autre entreprise aérienne, Air Congo, où l'État va gérer, c'est là une entreprise totale de l'État. C'est l'État qui sera le seul actionnaire. Messieurs, dames, nous comprenons avec qui nous avons. Moi, je demanderais simplement à tous ces Congolais sages de soutenir le président de la République. Vous savez, Moïse, quand il était fatigué face à tout ce qu'il voyait, et quand il voulait combattre, je crois que ça doit être les Philistins et les autres là, il est allé prier dans une montagne. Et quand il priait, il levait ses mains. Moïse priait, il levait ses mains. À chaque fois que Moïse levait ses mains, les enfants d'Israël gagnaient. Et quand il était fatigué, quand il baissait ses mains, ce sont les autres qui abattaient les enfants d'Israël. Je crois Aaron et Josué, si je ne me trompe ou pas. Lorsqu'ils ont compris que si on ne soutient pas Moïse, c'est nous qui allons perdre, c'est notre peuple qui va perdre. Ils sont venus soutenir le bras de Moïse. Deux de ses disciples sont venus. L'un a touché la main gauche, l'un a touché la main droite. Ils savaient que Moïse parlait avec Dieu. Ils savaient que Moïse était le fils de Dieu. Mais pour qu'il puisse gagner, il a fallu que deux personnes viennent soutenir le bras
de Moïse. Et quand ils ont soutenu les bras de Moïse, ils ont combattu. Et ils ont gagné. Le président Félix Tshisekedi a besoin de ces Congolais sérieux qui doivent soutenir ses mains. Afin que nous gagnions. Afin que nous puissions vaincre. Si nous ne le faisons pas, ce n'est pas Tshisekedi qui échouera. C'est nous qui allons continuer à échouer, puisque nous avons échoué pendant 32 ans, nous avons échoué pendant 18 ans, et si nous ne soutenons pas le fils de la maison, le fils congolais, dont nous connaissons les pères, dont nous connaissons la mère, si nous ne soutenons pas le président Félix Tshisekedi, ça sera encore une autre perte pour le Congo. Et ça, c'est nous qui allons perdre de génération en génération. Messieurs, dames, je crois que chacun de nous doit comprendre. Merci à Jean Sikibal.